De nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois un invité à la vie extrêmement particulière. Il est yvelinois. Il vient de sortir 2 livres de mémoire. Il s'appelle Gérard Fauré. Gérard Fauré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation C'est un plaisir. Partagé sur le plateau de TV 78. Vous êtes là parce que vous avez écrit, on peut lire des livres de mémoire, d'une autobiographie? Oui. Oui. Alors, le premier s'appelle Le fournisseur des stars parle, dealer du tout Paris. Voilà, aux éditions Nouveau Monde. Et le second qui vient de sortir, Gérard Fauré, prince de la coke, dealer du tout Paris, la suite. Alors, je pense qu'on aura compris quelle était votre activité. Alors maintenant, vous avez... Je pense aussi, oui. Je pense aussi. Oui. Voilà. Vous avez payé votre dette à la société, comme on dit. Vous avez 18 fait 18 ans de prison ouais. en France. Oui. Voilà. Ailleurs aussi, je crois. Ailleurs aussi, 14 en France et 4 un peu à l'étranger. D'accord. Donc là, voilà, vous avez tourné une page. Et alors moi, j'aimerais bien faire connaissance avec le petit Gérard Fauré quand il est né. Parce qu'en fait, vous avez un papa médecin français qui vit au Maroc, qui est le médecin attitré du roi Mohamed V, et une mère qui appartient à une tribu berbère. Des sauvages. Que vous dites, voilà, une tribu réputée pour sa piraterie et sa sauvagerie. Bon, voilà, vous naissez, et qu'est-ce que dit votre père? Il dit, ce petit, ce sera un diable. Il a le regard mauvais, ce sera un diable. J'avais un regard très mauvais, je crois que je l'ai encore. Parfois. Non, moi je trouve pas. Ah, parfois. Ah non, mais là, parce que je suis on en va face faire de vous. attention. Oui, Vous êtes gentil. Oui, je suis très gentille. Voilà. Ne me faites pas peur. Bref, et votre maman, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoute, tant mieux, parce que moi, avec tes 2 grands mollassons de fils, elle parle de vos frères aînés, je m'ennuie à mourir, je serais ravie de lui courir après pour lui donner des coups de cravache. Et elle m'en a donné. Et elle vous en a donné. Et des alors coups de votre talon père a aiguille dit, aussi. oh là là, votre père a dit, alors pas avant 2 ans, hein, les coups de cravache. Donc voilà. Ouais. Et alors moi, j'en ai conclu, vous avez été un gentil garçon finalement, parce que vous avez fait plaisir à votre père, vous avez fait ce qu'il vous avait dit. Enfin, ce qu'ils avaient enjoint de dire. Donc, tu seras un mauvais garçon, mon fils. Vous l'avez été. Bien sûr. Et votre mère, tu vas me distraire, tu vas m'amuser. Elle devait s'ennuyer, votre maman. Mon père, ça n'a pas trop fait plaisir de voir qu'il avait raison. Hein, parce que oui, mais enfin, il a quand même donné l'idée. Oui, bien sûr, mais l'idée... Et puis, il a lâché l'affaire, après. Il vous a mis entre les mains de votre maman en disant tu t'occuperas de son éducation. Oui. Bon, bref, vous avez été un gentil petit garçon. Non, lui s'occupait des scandales et tout ça. De gérer. De gérer les scandales. Parce qu'il y en a eu très tôt. Tous les jours, il y avait un scandale. Alors vous étiez un jeune enfant métis. Vous alliez à la communale avec les autres ou vous étiez dans une école privée? J'allais à l'école française de l'école française, voilà. Au début, c'était Safi, la ville où Galabru est né. Très bien. Donc, à côté d'Essaouira, c'était une très belle école. Alors, qu'est-ce que vous avez comme choix de copains entre vous, métis, vous étiez un petit peu entre deux chaises, non? En fait, le problème était que j'étais trop basané pour eux. Voilà. Parce que mes 2 frères, il y en a un qui a fini consul de France en Espagne et l'autre, il était artiste peintre et tout ça. Eux, c'était des bons petits Gaulois. Ils avaient des bonnes petites têtes de Français. Moi, j'avais une tête de rastaquouère, comme j'ai dit, de métèque, de bougnoul, quoi. Et on me taquinait sans arrêt. Alors, moitié-moitié, et moi, je tapais. Alors, je passais ma journée à l'école. À la sortie de l'école, j'en attendais 3 ou 4, les duels. Oui, sinon vous auriez été le bouc émissaire. Ah ben, ils étaient prêts à vous taper dessus toute la journée. Mais j'ai vécu l'enfer. Et plus ça allait, plus je devenais méchant, je devenais agressif, avant qu'on m'agresse. Ah oui, ben voilà, c'est une et façon je m'en de se prenais défendre. aux plus faibles que moi. C'est-à-dire, à l'époque, c'était un peu les Juifs, on allait faire des expéditions punitives. Aujourd'hui, je regrette ce que j'ai fait, c'est sûr, c'était pas gentil. Enfin, au plus faible que vous, quoi. Ben voilà, c'est ça. Et les homosexuels. Alors, on allait taper dessus avec ma petite bande d'Arabes et de Berbères, on était une petite bande. Vous aviez tout de suite choisi le mauvais camp. Entre le bien et le mal, vous avez choisi le mal. Pour moi, c'était le bon camp à l'époque, voilà. Celui qui vous rassurait, entre guillemets. Et par la suite, avec ma petite bande, on était 7 ou 8, on jetait des cailloux, on battait et tout, on frappait les petits Français, les petits blonds aux yeux bleus, là, qui se la racontaient, qui se croyaient plus français que moi, mais ils avaient des noms un peu à la Poniatowski ou à la Sarkozy. Oh, peu importe. Ils venaient c'était même pas des Français, moi j'ai des racines c'était des françaises. enfants, ce sont des méchancetés d'enfants. Oui, mais c'était à l'époque des colonies, on faisait venir des gens d'Europe centrale, de partout, on leur donnait le passeport français, ils étaient français. Mais eux, ils étaient encore plus français que français. Donc plus royalistes que le roi, vous qui venez de Versailles, vous savez de quoi je parle, ils étaient plus royalistes que le roi. Vous savez, vous avez une vie très longue et très remplie qui n'est pas terminée d'ailleurs, donc on va passer à la suite parce que sinon on en a pour la journée. Je vous écoute. D'accord. Donc après, vous trouvez
cette activité finalement très lucrative dans laquelle vous excellez, à savoir dealer de coke, vous êtes Oh, réputé. j'ai pas fait que ça. Ah, je sais que vous n'avez pas fait que ça. Mais là, c'est un peu ce dont on parle aujourd'hui avec ce livre. Et finalement, vous vous trouvez confronté à des milieux hallucinants. On peut dire ça. Alors, oui, bien sûr. c'est très très étonnant tout ce qu'on lit dans votre livre, tout ce que vous révélez. Oui, non, mais c'est parce que... Pour le commun des mortels, pour nous qui avons des vies simples et rangées, c'est quand même, on tombe de l'armoire. Oui, certainement. Mais bon, mais moi j'ai vécu la décolonisation, d'accord. Donc évidemment, d'Algérie nous est venu l'OAS, c'était pas des petits cadeaux. D'accord. Et du Maroc, c'est pareil, les Juifs quittaient le Maroc, beaucoup de Français partaient et tout, et beaucoup de Français sont devenus voyous parce que bon, ils voulaient pas rentrer en France, ils savaient pas, ils connaissaient pas la France. Nous, on était un peu des paysans, on savait pas où on était. Mais il vous manquait les codes, quoi. Vous étiez déraciné, vous arriviez. On tombe en Espagne, et l'Espagne était à cette époque, dans les années 65, c'est le lieu de rendez-vous. 63, quand tout le monde est parti d'Algérie. D'accord. C'était le lieu de rendez-vous des Français un peu déphasés, on va dire. Déphasés, et du coup marginalisés de fait. Voilà, marginalisés, déracinés. Je comprends. Alors, on va arriver dans les années 80, c'est un petit peu entre guillemets l'heure, pas de gloire, mais les bonnes années pour vous. Ah oui, on est d'accord. Ah oui. Alors, si les gens veulent savoir de qui on parle, il y a tout un tas de gens connus qui sont malheureusement décédés. Certains que vous aviez prévenus d'ailleurs des méfaits de la cocaïne. Ah, tout à fait. Certains, vous leur avez dit attention, si J'ai tu été continues. honnête en ce sens. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut quand même savoir que ça donne des cancers. Oui, c'était le côté de mon père qui ressortait. Parce côté que médecin, j'ai hérité fils de déjà, médecin. Côté médecin, côté de... Voilà, fais attention quand même, n'exagère pas. Et ça a continué toute ma vie. J'ai toujours fait attention et préservé mes clients. En leur disant, faites pas ça, faites pas ça. Et ils l'ont fait quand même. Ah, ils l'ont fait quand même. Et ils l'ont payé de leur vie. Il y en a qui en sont morts, évidemment. Avec plusieurs cancers. Oui. Donc tout ça, c'est dans ce fameux livre. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a fait aussi tomber de l'armoire, si je puis dire, étonné. C'est quand vous écrivez que vous avez monté une maison d'after. Alors, une after, c'est quoi? Mais c'est ça, à Versailles, boulevard du Roi. Mais quelle drôle d'idée d'aller à Versailles pour un truc pareil. Parce qu'une after, c'est quoi? C'est après les bois, après être allé en boîte, on n'a pas envie d'aller se coucher, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On prend sa voiture. Non, ou même quand on a envie de s'amuser avec son petit ami, comme le faisait Johnny, on va dans un endroit bien où discret. Personne vous voit, discret, puis il y a la cocaïne à gogo. Pour eux, c'est le paradis. Et alors pourquoi avoir monté ça à Versailles tout de même? Alors justement, parce que mon beau-père, donc Bernard Noël, habitait au 32 boulevard du Roi. C'est sa Il maison. était ancien ambassadeur de France au Vatican et journaliste attitré du Vatican et tout ça. C'est pour ça que dans mon tome 2, je parle de ça. Il me raconte tout ce qui se passe. Oui, alors dans le tome 2, vous avez approfondi certains points. Voilà. Il y a notamment une mannequin, vous dites célèbre, vous ne dites pas son nom. Je viens de faire une vidéo, elle va sortir bientôt. Ah oui. Tout le monde doit savoir. Ça, c'était un petit peu le coup de trop qui vous a fait... arrêter aussi, je pense. Bon, enfin, revenons à Versailles. Alors, donc c'est la maison de votre beau-père. C'est l'âge qui m'a fait arrêter. Oui. Et donc je vous dis, Bernard Noël un jour vient me rendre visite en prison à Amsterdam avec ma mère. Et ma mère me dit, Gérard, surtout, lui dis pas qu'il est là pour la drogue. Mais lui, il le savait. Son père avait été le chef de la police française, ministre plénipotentiaire du général de Gaulle, tout ça. Donc il savait déjà, mais il faisait semblant, il faisait l'imbécile. Et puis après, il me dit, bon, quand tu sors de prison, tu passes nous voir à Versailles. Mais oui, avec plaisir. Et je passe à Versailles, il me dit, rapidement, mais, pour résumer, il me dit, oui, bon, tu m'as pris pour un con. Je dis, mais non, moi. Il me dit, je sais très bien que c'est la coque. Il me dit, est-ce que t'en as? Je lui dis, il en voulait? Vous? Il me dit, bah oui, moi. Et je lui dis, comment ça se fait? Il me dit, j'ai appris au Vatican à prendre de la coque. Ouais, c'est vrai. Je le mets dans le tome 2. Il dit, j'ai appris, et puis là, il commence à me relater un peu comment ça se passait au Vatican, tout ça. Et du coup, comme ma mère avait des maisons en Espagne, et qu'il était cancéreux, il voulait mourir en Espagne. Donc il m'a laissé la villa. D'accord, et donc c'est là que vous avez organisé ces afters. J'en ai profité. Comment ça se passait concrètement? Il n'y a pas eu de plainte de voisins? Ah non, pas du tout. Les gens se doutaient de rien? On faisait pas de bruit. Ils se doutaient. Ils voyaient les stars ou pas? Si, ils se doutaient, puisque finalement, ils ont quand même contacté la police. Ah, vous avez été dénoncé? Bien sûr, et la police s'est installée dans la villa voisine pour surveiller et tout, bien sûr. Et alors là, c'est le début de la fin. Ça finit toujours comme ça. Donc là, on est en 86? Oui. Non, avant 86, 84, de 84 à 86. D'accord. Et le quai des 36 quai des Orfèvres, là, la brigade des stupes, ils vous arrêtent quand? En 86, juillet 86. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, alors comment on peut faire encore confiance à l'humanité après avoir vu tant de corruption?
Moi, je fais plus confiance en personne. Ah non, surtout la société française. Je vais vous dire, moi, j'ai dans l'idée que ça pouvait pas être pire en 45. Au niveau de la collaboration, c'est monstrueux ce pays. Mais et la corruption surtout. Mais il y a la corruption. Quand vous parlez dans ce deuxième livre d'un réseau pédophile qui est organisé par quelqu'un de la police, avec des ramifications pas possibles. Il est en prison, je l'ai envoyé en prison. Ah, bon, bah, voilà. C'était le commissaire du 8e arrondissement de Paris qui protégeait les pédophiles dans les livres. Et qui protégeait, enfin bref. Il protégeait le Epstein français qui est en fuite à Bangkok, en Thaïlande, mais dans mon tome 4. Alors, attention, parce que là on en est au 2. Alors, racontez-moi le tome 3 en 2 secondes. Enfin. Le tome 3, c'est une rétrospection. C'est-à-dire, mon éditeur m'a dit, quand on fait 2 bouquins sur sa vie, le 3e, on explique pourquoi on est devenu comme ça. Pourquoi je suis devenu le voyou que je suis devenu, etc. Donc, j'explique. En même temps, je raconte la vraie histoire qui m'a poussé vraiment à devenir le méchant et tout ça, avec un grand personnage marocain, etc. C'est une histoire fabuleuse. Et vous avez eu un mentor ? Comment ? Vous avez eu une sorte de mentor ? Oui, on peut dire ça. Ouais. Enfin, pas du bon côté de la... Non, je sais pas, moi. Pour moi, c'est le bon côté. Parce que puisque nos gouvernants, ils sont pires que moi. Alors, pourquoi ? J'ai pas honte de le dire. Dans une émission, là, il y a pas longtemps, j'ai dit au président et au ministre de la Justice, j'ai dit, puisque vous êtes un gouvernement de cocaïnomanes, je pense avoir ma place dans ce gouvernement. Ah d'accord. Donnez-moi une place de ministre. Bon, qu'est-ce que vous dites Bon, après il y aura un 4e tome, etc. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui auraient envie de prendre de la coke ? Vous leur dites quand même attention, c'est pas une bonne idée, on est d'accord ? C'est pas une bonne idée, mais certainement, c'est pas une bonne idée. Vous le dites vous-même dans ce livre, vous essayez de décourager les jeunes de votre entourage qui tenteraient d'y goûter. J'essaie, bien sûr, mais on va finir sur une note positive. J'y arriverai pas. Vous n'y arriverez pas ? Mais non, c'est pas. Je dis pas qu'il y a une addiction. Il n'y a pas d'addiction physique à la cocaïne, d'accord ? Il y a une addiction psychologique. Et puis après, ça détruit. Ça détruit. Regardez, moi, enfin, à mon âge, je me porte parfaitement bien. Mais vous êtes d'une constitution exceptionnelle. Ah non, j'ai beaucoup d'amis qui sont comme moi. Bon, non, parce que si on l'apprend et qu'on veut et qu'on insiste et qu'on continue à l'apprendre, il faut prendre de la pure. Il faut s'assurer qu'elle est pure et pas altérée. On va dire qu'il ne faut pas en prendre. Enfin, c'est beaucoup trop dangereux. Mais ça, je le dis bien sûr. À la base, on n'y touche si on peut éviter ça, moi maintenant je touche plus à rien. Je suis le plus heureux du monde. Vous êtes le plus heureux du monde. Vous avez réussi à vivre une vie qui vous plaît sans toutes ces péripéties trépidantes. Et maintenant, plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de drogue, plus rien. Très bien. Voilà une bonne nouvelle. Pur et dur. Et la vie est belle. La vie est belle, mais je dis pour ceux qui sont dedans, d'accord, sortez-en. qu'ils fassent très attention. D'abord, s'ils peuvent en sortir, tant mieux pour eux. Voilà. Et s'ils ne peuvent pas en sortir, qu'ils fassent attention à ce qu'ils prennent. Parce que oui, mais on n'est pas là pour donner un mode d'emploi de... je vous remercie. Dans ce cas-là, moi, je déconseille, bien sûr, à tout le monde de prendre de la cocaïne, c'est sûr. Merci. C'est une drogue dure. D'être venu, écoutez, et ravi de savoir que vous avez une belle vie sans addiction et que vous allez sortir de prochains livres. Donc, si vous avez envie de découvrir plein de choses qui vous font, encore une fois, tomber de l'armoire, c'est là-dedans. Merci Gérard Fauré. À bientôt. C'est un plaisir.